Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Nigeria est un pays qui fait rêver les entreprises françaises. Alors, le président français veut faire du Nigeria un cas d'école pour faire des affaires en Afrique. Après la Mauritanie, c'est au Nigeria que s'était rendu le président français, Emmanuel Macron, bien déterminé à imprimer sa marque dans les pays africains anglophones. Mais la diplomatie française dans l'espace anglophone, serait-elle considérée comme un autre front impérialiste ? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Afrique, diplomatie française dans l'espace anglophone, un autre front impérialiste, une autre grande interrogation de ce vendredi matin. En juillet 2007, Emmanuel Macron lançait à Lagos un club d'affaires franco-nigérian. En décembre, il réalisait au Ghana la première visite d'un chef d'État français et visitait à Accra un incubateur d'entreprises. Parallèlement, Decathlon inaugurait des enseignes en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, et la Société Générale ouvrait un bureau à Nairobi, au Kenya. Eh bien, on nous dit que dans les prochains mois, les délégations des chefs d'entreprise francophones, ou alors françaises, sont attendues en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Libéria. Voyant ses parts de marché en Afrique fondre au profit de la Chine ou de la Turquie, la France réoriente sa stratégie africaine. Selon l'expert de l'assurance crédit Coface, les parts de marché de l'exportation de la France en Afrique ont diminué de moitié, de 11% à 5,5% entre 2000 et 2017, pendant que celle de la Chine passait de 3% à 18%. La chute est particulièrement marquée en Afrique francophone, où les parts de marché françaises ont fondu de 26% à 12%, avec des reculs impressionnants notamment au Sénégal ou au Cameroun. Ce constat oblige la France et ses opérateurs économiques, s'ils veulent rester compétitifs, à repenser leur approche, sortir de leur précaré francophone et investir les marchés anglophones. Eh bien, pour le gouvernement français, c'est aussi une opportunité de redéfinir la relation franco-africaine en investissant dans un terrain plus neutre, sans passif colonial, et de s'assurer que le pays reste un acteur clé sur le continent africain. Et nous nous posons une question. Est-ce que les pays anglophones ont oublié ce que la France a fait aux pays francophones? Ça, c'est la première interrogation. Eh bien, messieurs, les opportunités sont nombreuses. Au Nigeria, même si le secteur pétrolier reste roi, les secteurs non pétroliers tels que l'agriculture, la construction, la banque et les télécommunications ont pris de l'ampleur ces dernières années. Avec 190 millions d'habitants, le pays est un marché incontournable. Cependant, il faut préciser, mesdames, messieurs, des inquiétudes persistent quant à la santé du président du Nigeria et surtout, on parle également des élections prochaines de ce côté, quand on sait également, mesdames, messieurs, que du côté du Nigeria, on est déjà en train de provoquer la guerre, oui, pour prendre le pouvoir de ce côté-là et pour que la France puisse s'installer librement et surtout faire sa sale besogne sans autre forme de procès. Autre marché important, le Ghana et ses 28 millions d'habitants. De belles opportunités y existent dans les services, mais aussi dans l'agriculture et les industries extractives. Le pays, l'un des plus stables de la région, est aussi bien classé dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Cependant, des opérateurs économiques continuent de se plaindre de la bureaucratie et des problèmes d'infrastructure, notamment d'électricité. Plus à l'est, on trouve au Kenya des opportunités dans le secteur financier et bancaire, notamment mobile, les télécommunications, la grande consommation et les énergies renouvelables. Le pays sert aussi de carrefour économique et logistique pour toute l'Afrique de l'Est. Bien que l'élection présidentielle controversée de 2017 et la menace terroriste dans la région aient pu freiner certains investisseurs, les perspectives de croissance restent bonnes et il faut préciser, mesdames, messieurs, que là-bas aussi, la France lorgne et continue à lorgner le Kenya où elle veut continuer à survivre parce qu'aujourd'hui, elle a arrêté de vivre en zone francophone, elle vivote, elle veut aujourd'hui survivre.
Parallèlement, le voisin éthiopien a vu des investissements considérables dans l'infrastructure, l'industrie, des ressources naturelles et surtout les services. Avec ses 100 millions d'habitants, une main-d'œuvre abondante, des ressources diversifiées, une énergie à bas prix et des réformes pour encourager l'investissement, le pays offre de réels atouts. Cependant, le gouvernement protectionniste garde un contrôle considérable sur des secteurs stratégiques tels que les banques et les télécommunications. Là-bas aussi, on a créé d'autres problèmes. Oui, mesdames, messieurs, actuellement, il y a des problèmes de ce côté-là. Oui, on est en train de créer la guerre, les conflits, la séparation pour que, comme vous le savez, bien, là-bas aussi, pour que Total puisse avoir de plus grandes marges de manœuvre et surtout de bonnes parts de marché. Enfin, faisons un tour en Afrique du Sud. Premier bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique. Les opportunités sont nombreuses dans le secteur minier, financier, manufacturier, du transport ou de la grande consommation. Cependant, malgré des institutions fortes, une idéologie, il faut le dire, libérale et une infrastructure développée, des inquiétudes persistent quant aux tensions sociales et à la criminalité, l'accès à l'électricité et la volatilité de la devise. Oui, là-bas aussi, il y a des problèmes. Le pays est aujourd'hui divisé en deux. Les pauvres noirs sont côté gauche et les riches blancs continuent toujours, il faut le dire comme ça, à mater la population noire. Et pendant ce temps, au cœur même de l'Afrique du Sud, il y a des villes où ne vivent que la race blanche qui interdit entièrement et totalement, eh bien, l'accès aux noirs. Allez savoir ce qui se passe sur le continent africain, pauvre Afrique. Dans ces pays anglophones, mesdames, messieurs, les entreprises françaises détiennent désormais 3% de parts de marché. Tout est donc à faire. Si les groupes français ne bénéficieront probablement pas de la même force de frappe diplomatique qu'en Afrique francophone, les liens commerciaux des pays anglophones restent nettement plus diversifiés, offrant une place aux entreprises françaises qui sauront se montrer compétitives si jamais on leur donne cette opportunité. Va-t-on d'ailleurs leur donner cette opportunité? Les groupes français doivent donc repenser leur approche, développer une connaissance du terrain anglophone, tisser des liens locaux et savoir se démarquer sur ces nouveaux marchés. Les erreurs des pays francophones n'ont-ils pas donné il faut le dire comme ça, des leçons aux pays anglophones? En tout cas, nous nous interrogeons. Voilà pourquoi ce matin, la grande interrogation est celle-ci. Afrique, diplomatie française dans l'espace anglophone, un autre front impérialiste, c'est la grande interrogation de ce matin. Docteur Yamtima, je vais me tourner vers vous. Finalement, actuellement, sur le continent africain, sur l'espace francophone, la France n'a plus réellement la même mise, puisque ses investissements ont été divisés en deux. Elle a donc pris l'initiative aujourd'hui d'aller du côté des pays anglophones pour se chercher, car elle vivote, elle veut survivre. Pas tout à fait. Si on le prend comme ça, on voit un marchand avisé, un commerçant avisé, qui a besoin de diversifier ses marchés. Non, c'est pas tout à fait ça. En réalité, n'oubliez pas que nous parlons là d'une puissance impérialiste, c'est-à-dire d'un pays qui s'est lancé, qui s'est décidé sous la poussée de ses capitaines d'industrie, donc de ces capitalistes, de sa classe sociale bourgeoise capitaliste, a décidé d'aller conquérir le monde pour pouvoir sécuriser des sources d'approvisionnement, en matières premières, pour aller sécuriser des débouchés, donc des marchés extérieurs, et qui donc restent dans cette perspective-là. En réalité, on pourrait croire, et j'ai lu un certain nombre de choses depuis quelques années dans des journaux comme Les Échos, Le Monde, des choses comme ça, où on vous dit non, mais la part de la France a baissé considérablement. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a le sentiment anti-français en Afrique, puisque de toutes les façons, la zone franc, la France n'y intervient pratiquement plus. C'est 0,6% des investissements directs étrangers français en Afrique. Oui, mais on a oublié 2 ou 3 choses importantes. C'est quand même la moitié des exportations françaises en Afrique. C'est le tiers des exportations de l'Union européenne en Afrique, la zone franc. Oui. Donc, si quelqu'un ne fait pas attention à ce genre de nuances, il va avoir l'impression que les gars sont partis. Mais pourquoi la France n'a même pas besoin d'investir dans la zone franc? Mais elle n'a pas besoin d'investir dans la zone franc parce que dans la zone franc, elle ne puise même pas. Ça vient la trouver via le franc CFA. Oui. Donc, si j'ai déjà quelque chose de sécurisé, pourquoi est-ce que je vais aller investir là-bas?
via les mécanismes du franc CFA, je me fais 500 milliards d'euros chaque année. Pourquoi je vais y investir? Je vais investir ailleurs pour optimiser mes revenus. Pourquoi je vais investir là où j'ai déjà? En fait, c'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que cet ambassadeur ferait mieux vraiment de la boucler. Il devrait faire très attention parce que là, on constate avec ce genre de thème qu'en réalité, ces gars n'investissent pas du tout ici. Ils n'investissent pas du tout. Or, ils ne peuvent pas avoir tiré même sans... Tout ce qu'ils ont eu comme exportation en Afrique représente 28 milliards de francs CFA en 2019. 28 milliards d'euros en 2019. C'est-à-dire toute l'Afrique. Toute l'Afrique, oui. Alors, donc, là où ils n'ont pas investi, ils ont eu pratiquement 20 fois plus. Là où ils n'ont pas investi un franc, 0,6%, c'est négligeable. Donc, là où ils n'investissent pas, ils ont 20 fois ce qu'ils gagnent ailleurs là où ils investissent. Et c'est ces éléments-là qu'il faut que les gens comprennent très bien. Et il faut que les Africains soient absolument conscients de ce genre de choses. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que de manière générale, l'impérialisme ne choisit pas ses cibles. L'impérialisme va partout où il y a une opportunité. C'est un peu comme un obsédé sexuel qui court après toutes les femmes qu'il voit. Donc, qu'elle soit belle, pas belle, vraiment, ça l'intéresse. C'est une femme. Donc, voilà un peu l'impérialiste. Et à côté de cela, donc, il n'a même pas de goût, puisqu'il va partout. C'est quelqu'un qui n'a pas de goût. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il n'a aucune valeur, puisqu'il s'arrête à rien. Tout ce qui passe par là, il tire dessus. Donc, il n'a pas de goût, il n'a pas de valeur, il n'a aucun objectif autre que s'engraisser. C'est tout. Donc, c'est un porc qui mange de tout. Bon, alors, donc, vous avez dans cette situation-là un pays qui suivait juste où va l'argent, suivez l'argent, c'est-à-dire ils investissent. Vous allez le retrouver forcément. Voilà, dès que vous suivez où va l'argent, vous voyez quelles sont ses cibles. Et ces cibles aujourd'hui, c'est les pays les plus peuplés, les marchés les plus importants. Et cela suit des études que font un certain nombre de cabinets qui vous disent quelles sont les villes à fort potentiel de l'Afrique d'ici 2050, oui. Quels sont les pays à fort potentiel, et c'est ça que tous ces investisseurs, ces capitalistes suivent. Et ils suivent donc ces conclusions, les conclusions de ces études-là, et c'est dans ces marchés prioritairement qu'ils investissent. La zone franc, ils n'ont pas besoin d'y investir, ils gagnent déjà beaucoup d'argent, qui viennent les trouver oui. Dans leur trésor en France. Ils n'ont pas besoin d'aller le chercher, ils viennent tout seuls. Et donc, la conséquence, c'est que quand ils choisissent de façon plutôt rationnelle le marché nigérian, sud-africain, dynamique industrielle, c'est une des économies les plus avancées de l'Afrique du Sud. Le Nigeria, c'est un pays à fort potentiel qui a 200 millions d'habitants officiellement, mais vous allez chercher, c'est peut-être 300 millions réellement parce que personne n'est allé compter les gens dans les sarrés parce que personne ne compte des arbres chez nous. Donc il y en a tellement. Donc ils vont aller dans ce marché-là et vous voyez la stratégie de la France. C'est pas tant, quand vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont créé le Conseil d'affaires franco-nigérien, mais en réalité, toute cette diplomatie-là va oui. Dans le sens de faire accepter l'écho au Nigeria. Et ils sont prêts, si le président Buhari ne fait pas attention, ils ont tué Oumyobé. Hein. Il ne faut pas croire, ils l'ont tué. D'ailleurs, le président Buhari après de longues négociations, on va vous raconter qu'on est allé le tuer en brousse. On ne l'a jamais tué en brousse. On l'a arrêté, on est allé négocier, il a dit non, je ne vends pas mon pays, on l'a tué après. Il faut que les Camerounais sachent ça. Donc, ils vont tout faire pour s'assurer que le Nigeria rentre là-dedans et que le Ghana suive. Voilà pourquoi le Ghana et le Nigeria. Et puis, un pays où ils ont un allié de taille, en tout cas, ils croient qu'ils y ont un allié de taille, le Libéria. Observez bien la grande offensive qu'ils ont vers les pays anglophones. Le Nigeria, qui représente 70% du PIB de la CEDEAO. Oui. Et puis, le Ghana, qui est le second. Et ensuite, le Libéria, où ils ont un joker. George Weah, qui est francophile, qui a travaillé chez eux en tant que joueur de football et qui reste quelqu'un de très proche de la France. C'est normal, il a passé de très longues années, il était très jeune. Donc il est très marqué, il aime bien la France. Et il y a une forte offensive vers ces pays-là. En se disant, si nous réussissons à en convaincre un seul, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire vient de faire passer la loi dans son Parlement, adoptant l'écho. Donc si nous réussissons à avoir au moins le Libéria, petit pays,
pas grande envergure, et puis nous pouvons lui faire le chantage via les États-Unis, puisque la plupart des bateaux, les pavillons de complaisance, il y a une bonne partie au Libéria, donc on va un peu bousculer là-dessus. C'est une source importante de devises pour le pays. On va tirer un peu dessus, et comme c'est une corde sensible, on va pouvoir le retourner. Donc, on va aller vers le Libéria, mais on va aller vers le Ghana, c'est une économie pétrolière. Et ils vont vous raconter, donner un tas de statistiques. Oui, mais vous savez, on ne prend pas beaucoup de pétrole dans la zone, même le pétrole. Le Congo, c'est 0,2%, la Guinée équatoriale, c'est 1,6%. Donc, en réalité, ça ne représente rien. Et puis, quand vous prenez toute la zone CFA, bon, en termes d'approvisionnement, c'est même pas... Ils sont à peine le premier pays qui vient en termes d'approvisionnement, c'est-à-dire comme partenaire commercial de la France, c'est la Côte d'Ivoire, ils sont 9e. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a rien là. On prend 9 pays d'abord, les 3 pays du Maghreb les plus stables, Nigeria, Maroc, Algérie, Tunisie, et puis après vous avez un pays d'Afrique, de la zone franc qui vient à la 9e position, alors qu'il y a l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et tout ça, donc le Ghana. Donc, en fait, voilà ce qu'ils vont mettre plus souvent en avant, mais ils vont oublier que par les mécanismes du franc CFA, on est obligé d'importer beaucoup de choses de la France. Beaucoup. Et donc la moitié des exportations de la France vers l'Afrique va venir dans la zone du franc CFA à cause justement des mécanismes du franc CFA. Et l'Union européenne s'est engouffrée dans la brèche parce qu'on a une monnaie, une parité fixe, et donc le tiers des exportations de l'Union européenne vers l'Afrique va se faire dans la zone franc. Oui. Et qui représente le tiers de l'Afrique seulement. Parce qu'il faut aussi ça que les gens le comprennent bien. Cette zone-là, c'est 15 pays, l'Afrique en a 55. Oui. Donc à peu près un peu moins du tiers, peut-être même presque le quart des pays africains, mais ils ont un tiers de leurs exportations là-bas, et la France a près de la moitié de ses exportations vers le continent là-bas. C'est énorme par rapport à finalement ce qu'eux ils nous apportent. Parce qu'après, vous allez leur demander vos IDE là, c'est même combien? Le stock d'IDE de la France ici chez nous, le premier qui a le stock le plus important, c'est la Chine, en zone franc CFA, 89 milliards de dollars. La France, c'est même pas la moitié. Même pas le tiers. Donc, vous comprenez que quelqu'un est assis sur une rente. Oui. N'oubliez pas nos cours de l'école du collège, l'économie de rente. Hein, donc, en fait, la rente, je suis assis, je croise ça vient tout seul. Donc, quelqu'un est assis sur une rente qui lui apporte 20 fois tout ce que le reste de l'Afrique lui apporte. Et nous, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire chez les anglophones? Ils diversifient. Et comme c'est des capitalistes, comme je le disais, en fait, ils cherchent de nouveaux débouchés. Et ils ont une stratégie très particulière en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, dans la CEEAC et la CEDEAO. Dans la CEDEAO, comment faire pour casser le consensus des pays non francophones contre l'éco? Et si on réussit à casser ce consensus, on fait passer l'éco. Mais l'éco représente quoi? C'est le franc CFA. Oui. Et le franc CFA, c'est quoi? C'est une rente pour la France. En fait, voilà un pays qui cherche des situations de rente, c'est tout. Même pas des situations de partenariat économique dynamique et vivant, mais des situations de rente. En CEEAC, il se passe quoi? En CEEAC, le Niger, on va tout faire pour que l'offensive c'est vers le Rwanda, l'Angola. On va acheter beaucoup de pétrole en Angola, et il faut savoir qu'un groupe comme Total réalise environ 30%, de 31 à 35% de ses approvisionnements en pétrole en Afrique, dont 20% dans le golfe de Guinée. 20%. L'Angola est largement en tête avec près de 12%. Oui. Donc, vous allez voir qu'ils vont faire cette offensive et ils vont faire chanter tous ces pays-là. Et ce chantage-là va réagir, va être un harcèlement qui va casser la dynamique de la construction de la CEEAC. Parce que les grands ensembles que sont la CEDEAO et la CEEAC constituent des portes de sortie, des portes de libération et d'indépendance de nos peuples d'Afrique. Donc on va tout faire pour aller dans ce sens, investir un peu d'argent, parce qu'à la limite c'est un peu d'argent, même pas. Les miettes. Les miettes. Voilà. Donc on va investir quelques millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros. Et puis, comme nous sommes des pays pauvres parce que divisés, et qu'on est de tout petits pays et on est donc pauvres, ça paraît énorme. Au Cameroun, le FMI va venir donner 350 milliards, 375 milliards, c'est ça? 375 milliards. Bon, alors, les gens vont avoir l'impression que c'est énormément d'argent. Mais vous êtes dans un pays où les gens détournent 2000 milliards en 3-5 ans. Ce qui veut dire que 375 milliards, c'est rien du tout. Oui. C'est rien du tout. Mais comme nous sommes un petit pays tout seul là quand même et que les gens sont des relais
de ce capitalisme, de cet impérialisme international. On va présenter ça comme quelque chose d'extrêmement important. Donc, en fait, ce front-là permet de construire, si vous voulez, de construire des positions de rente pour la France en Afrique. Et je vais chuter par quelque chose. Ce front-là légitime quelque chose contre des pays de la zone franc. Ce front vient soit exacerber les contradictions. Lorsque vous avez un pays comme le Cameroun, tout à l'heure dans la revue de la presse, vous aurez l'impression que des anglophones vont dire « Ouais, mais cette affaire-là, nous on ne veut pas de la colonisation française, c'est elle qui va venir encore, ils veulent venir nous coloniser eux aussi. » Et puis, les gens vont dire « Nous, on n'en veut pas. » Et l'État du Cameroun exporte cette colonisation française dans notre zone. Donc, on ne veut pas de ça. Ça exacerbe donc les conflits dans des pays comme cela. Oh, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein dans le sens où tant que ce pays reste divisé, il sera difficile de construire la CEAC. Tant qu'un pays comme le Cameroun, qui est le moteur de la CEMAC et qui est l'un des 3 piliers de la CEAC, n'est pas en paix, en fait, ça permet tout simplement de construire une dynamique, de maintenir en place la dynamique de rente de la France dans la CEMAC. La deuxième chose, c'est que, et la dernière, c'est que, en fait, cette façon de faire permet finalement de légitimer l'idée que en Afrique, il n'y a rien. Les Européens sont les maîtres. Et c'est pour ça, par exemple, que tous les Blancs, je dis bien les Blancs, je n'ai pas dit les Européens, parce qu'il y a des Européens noirs, tous les Blancs dans un pays comme le Cameroun, on les soustrait à la justice. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, on dise qu'un Blanc a été condamné par un tribunal dans un pays africain, dans un pays de Noirs. Donc on va tout faire. Vous pouvez avoir les catastrophes des Zeka, il n'y en aura aucun qui sera devant nos tribunaux. Vous pouvez avoir des dizaines de milliards qui disparaissent dans une banque, aucun ne sera là. Personne ne sera inquiété. Vous pouvez avoir des problèmes de mœurs qui sont condamnés violemment dans les pays occidentaux. Il n'y en aura aucun qui sera même s'il peut ne pas être coupable, mais au moins qu'il vienne s'expliquer devant la justice. Donc, vous avez en fait ces éléments-là qui vont donc réjaillir sur, si vous voulez, la géopolitique internationale et que dont les Africains doivent être sérieusement conscients du fait que, en réalité, toute cette diplomatie participe de la stratégie. Les 13 familles, le protocole de Toronto et toutes ces choses-là. La sorte de l'impérialisme, etc. Oui. Pour dire en Afrique, c'est chez nous et on en a pour 1000 ans. Et pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure. Apparemment, ces explications que vous venez de donner font peur justement à nos amis de Facebook. Et voilà les démocratiseurs universels. Charlie Keigne, jusqu'à preuve de compter, vous avez suivi les explications du docteur Yambin Timba. Finalement, la France est sur le continent africain pour le chantage, les menaces, pour pouvoir s'installer et dire qu'elle est en train d'investir alors qu'elle ne donne absolument rien. Oui, bon, écoutez... Je fais mienne les analyses qui ont été faites par le docteur Yam, mais je vais ajouter quelque chose. Il faut comprendre déjà que lorsque la France, parce qu'il a dit quelque chose à travers le système France-Afrique, parce que dans le système France-Afrique, la France ne travaille pas, la France n'investit même pas, la France se prend juste. C'est-à-dire que vraiment c'est clair, il n'y a même pas clair et net, pas besoin d'argumenter. Il n'y a pas de débat dessus. Et il faut comprendre que la France, elle est très paresseuse. Je me suis amusé à lire un document des marchés qui sont gagnés par les entreprises françaises de par le monde. Vous vous rendez pas compte que d'un pays comme les États-Unis, on dit 1%. C'est-à-dire que les entreprises françaises, en termes de les marchés aux États-Unis ne gagnent qu'1%. En Afrique, on va à 60 poussières. En Europe, même, vous voyez que même en Europe, même, ils n'ont absolument rien. C'est pas trop ça. C'est-à-dire que, en réalité, où ils s'en sortent, vraiment, où ils s'en sortent, c'est en Afrique et en Afrique francophone. Donc, ça vous amène à comprendre que c'est un pays paresseux. Vraiment, il faut que les gens le comprennent. C'est un pays paresseux. Et aujourd'hui, aller investir au Nigeria, aller investir en Afrique du Sud, aller investir au Ghana et au Kenya, où là-bas, il faut le dire, c'est assez compétitif. C'est-à-dire que la France ne va pas là-bas réellement pour faire des investissements. Donc, ça nous oblige à revoir. Donc, quelle est la stratégie? Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Et c'est là où je rejoins justement ce qu'a dit le docteur Yam. Vous savez, il y a une construction qui est en train de se faire en Afrique où on a compris qu'à travers l'unité politique, ce n'était pas trop facile de se mettre ensemble. Alors les États sont en train d'aller vers une certaine unité économique. Et là, ça marche un peu parce que on comprend qu'avec ce que l'Afrique est en train de mettre sur pied depuis un certain nombre de temps, vous avez la ZLECAf, la zone de libre-échange internationale, continentale, qui montre à suffit que
avec son implémentation, le PIB en Afrique risque d'aller à pratiquement 15 000 milliards de dollars. C'est énorme, vous comprenez un peu. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Oui. Et à côté de ça, vous voyez qu'aujourd'hui, on a les zones économiques, comme par exemple la zone CEMAC, qui constitue 6 États, sont en train de vouloir fusionner avec la CEAC, qui elle, contrairement à la zone CEMAC, c'est 11 États, avec des États qui battent monnaie, c'est-à-dire qu'avec une banque centrale. C'est-à-dire c'est des élans qu'il faut détruire. Oui. Alors on ne peut pas détruire de l'extérieur, on détruit quelque chose de l'intérieur. Voilà où il faut vraiment comprendre cette opération de charme des entreprises françaises. Et cela se comprend beaucoup plus avec les dynamiques que nous avons depuis un certain temps dans les pays. Je tiens à vous rappeler que lorsque le Nigeria et le Ghana se sont rangés contre l'ECO, on a vu comment une situation s'est embrasée du côté du Nigeria, des États qui ont commencé. On a vu la même chose du côté du Ghana avec un mouvement qui apparaissait nulle part avec ce qu'on appelait le Togo. Là, on s'est réveillé, commence à prendre les armes contre l'État ghanéen, mais en réalité, pour les informations qui sont miennes, et je les assume, il y a un certain nombre d'informations qui circulent, comme quoi les services de la DGRE, la DGSE française sont derrière le mouvement du Togoland, et c'est normal parce que eux, connaissant nos réalités anthropologiques, parce qu'ils savent ce que nous avons comme divergence, ils jouent souvent sur ces leviers-là pour faire passer un certain nombre de choses. Donc moi, je dis c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire une dynamique en Afrique constructive autour d'un certain ensemble d'intérêts économiques qui est en train de se faire, qu'il faut casser. Et pour ça, donc, qu'est-ce qu'on fait? On infiltre donc. Parce que derrière ce que vous dites, ils vont venir gagner des marchés. Non, je tiens à vous rappeler que, et les gens ne l'ont pas compris, lorsqu'une entreprise française gagne un marché en Afrique, et qu'on vous dit qu'on vous envoie des ingénieurs de ceci, c'est un peu comme ce qui se passe au Congo. On vous dit qu'on vous envoie des casques bleus pour maintenir la paix. Oui. Mais derrière le plus grand contingent de casques bleus en Afrique, parce que la MINUSCO, c'est la plus grande mission humanitaire en termes d'effectifs, vous avez pratiquement 20 000 casques bleus qui n'arrivent pas à sécuriser un pays. Alors La République démocratique du c'est Congo. toute une armée. Mais quand vous allez sur le terrain, vous voyez que dans ces casques bleus, il y a des ingénieurs topographes, il y a des ingénieurs miniers. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on va vous mettre sur pied des soi-disant entrepreneurs qui en réalité sont des monstres du renseignement, qui en réalité sont des patrons de la déstabilisation des pays, qui en réalité sont des Bob Bénard. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, ils ne vont pas pour gagner du marché, ils vont en opération de séduction qui vise en réalité une opération d'infiltration. Parce qu'à travers l'infiltration, on est sûr que sur un certain nombre de leviers, on peut vous dire faites comme ça, ou encore des moyens de pression qui vont dire par exemple au Nigeria que là où tu vas aller, fais attention. Parce que dans la fusion aujourd'hui que nous avons entre la CEMAC et la CEAC, oui, vous avez vu le Nigeria recevoir le président Paul Biya. Officiellement, on nous a dit que c'était dans le cadre des échanges, le renseignement et autres, mais je peux vous le dire officieusement, le Nigeria est en train de dire au Cameroun que ce que vous êtes en train de faire de ce côté-là, si ça marche, nous on va vous rejoindre. Parce que ce qui se passe ici en Afrique de l'Ouest, nous on n'y croit pas trop. Et je tiens à vous rappeler que si aujourd'hui vous avez des États qui sur le plan économique sont prêts à se mettre ensemble, si le Nigeria suit, le Ghana va suivre. Et on a là deux ténors de l'économie africaine et de l'économie ouest-africaine, et forcément ça mettrait le coup en mal, qui en réalité est une façon pour la France justement de pouvoir contrôler ces États de la région ouest-africaine. Donc moi je dis qu'il faut être très, très subtil, il faut être très intelligent. Il est aujourd'hui question de faire comprendre à ces pays d'expression anglophone qui, contrairement à nous, il faut le dire, ont certains francs-parler. Vous avez vu la sortie du président John Akufo-Addo face à Emmanuel Macron pour les dire de faire très attention, mais bien plus encore de mettre en bras leur intelligence économique. C'est de ça dont il est question. Est-ce que ces personnes qui viennent chez nous en venant, en mettant devant la mallette économique, en mettant devant les échanges économiques, est-ce que réellement ce qui nous apporte pourra nous aider à construire nos États, mais bien plus encore à aller dans le cadre de la construction de cet ensemble économique que ces États sont en train d'aller avec les pays de la zone francophone. Donc je dis c'est une dynamique qui veut être cassée, c'est une dynamique qui doit être cassée selon eux, mais qui en réalité ne pourra pas prospérer parce que, et ça je peux vous le dire, connaissez un pays comme le Ghana, qui a une intelligence économique vraiment d'une capacité énorme, d'une capacité de nuisance, je dis bien énorme. Pour comprendre simplement, il faut savoir que ce pays aujourd'hui a un diplôme qui est reconnu par les États-Unis parce que tout simplement, ils ont envoyé un ensemble d'informations là-bas où ils sont allés capter ce qui se voit aux États-Unis et n'ont pas venu changer. C'est-à-dire,
Ils n'ont pas changé profondément leur système éducatif, mais ils ont dit, quand on envoie ces gens là-bas, ils nous disent non, le diplôme ce n'est pas bien parce que peut-être un problème de nom et tout ça. Ils ont capté un système, ils sont venus copier chez eux. Et aujourd'hui, quand les enfants passent un diplôme là-bas, aux États-Unis, il est reconnu officiellement. Et ça, c'est le fruit de leur renseignement. J'échangeais sur ces questions-là avec un de leurs patrons du renseignement qui m'a fait savoir que nous on fonctionne avec vous. Ça dit, vous venez bien, on vous prend bien. Vous venez mal, on développe ce que vous faites et on applique ici chez nous, on vous renvoie chez vous. C'est de ça dont il est question. Donc, faisant confiance à ces pays-là, je dis aujourd'hui, c'est le temps pour eux justement de faire confiance à leurs appareils de renseignement, particulièrement à l'intelligence économique, pour justement empêcher ces ingénieurs topographes, ces ingénieurs miniers qui viendront sous le prisme de hommes d'affaires avec un certain nombre de projets pour casser cette dynamique qui est en cours en Afrique. Je rappelle également que vous sortez quand même de l'une des écoles, des plus grandes écoles du côté du Ghana. Tout à fait. Il faut également le dire haut et fort à nos téléspectateurs ce matin. On parle bien sûr d'une école militaire et sans oublier de géopolitique. Albert Anatola, ici, partout, la France a besoin d'investir aujourd'hui. Il y a des conflits, il y a des guerres. Je prends le cas par exemple du Nigeria et sans oublier de l'Éthiopie. Est-ce son mode ou alors son modus operandi? Investir, j'en doute fort. Permettez que je revienne pas en arrière. Oui. En 2019, ça va vous surprendre ce qu'il veut dire. En 2019, le SIANC a entendu le Conseil français des investisseurs. Conseil des investisseurs. Le Conseil des investisseurs. Le Conseil des investisseurs français en Afrique. Oui. Le Conseil des investisseurs français en Afrique. Oui. A commis une étude, n'est-ce pas, auprès de 2004 leaders d'opinion. Vous recoupez, vous avez les opérateurs économiques, la société civile, l'administration, la haute administration, ce que vous voulez, dans l'optique d'avoir l'image que renvoient les pays étrangers en Afrique. Dans cette étude, il y avait plusieurs questionnaires. À la lecture de ces questionnaires, j'ai retenu deux questions qui ont attiré mon attention. La première question est celle-ci. Quel pays non étranger, bien quels sont les pays non étrangers qui ont une meilleure image en Afrique? Oui. La France vient en 6e position. En 6e position, vous dites? 6e position. Oui. C'est-à-dire, je reprends la question. Quels sont les pays non étrangers qui ont une meilleure image en Afrique? Oui. La France vient en 6e position. Derrière les États-Unis, derrière le Canada, derrière l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Chine. Dans la Chine et la France sont les deux derniers pays. On n'a pas beaucoup les aimer. Deuxième question. Oui. Quel partenaire vous semble le plus bénéfique pour le continent africain? Tenez-vous bien, la France vient en 9e position. Derrière les Émirats Arabes Unis, oui, et la Turquie. Je pense que quand vous avez ce genre de résultats, quand vous avez ce genre d'indicateurs, merci Charlie, quand vous avez ce genre d'indicateurs, ça vous dit que quand la France vient en Afrique, elle ne vient pas investir. Et il faut comprendre quelque chose, c'est quoi? C'est que en 2018, au Nigeria, lors de sa première sortie, pratiquement, sa deuxième sortie, je crois, lors de sa tournée officielle africaine, Emmanuel Macron a organisé justement à la fondation, je crois que c'était Elumelu, comment il s'appelle? Dominique Elumelu, voilà. Voilà, tout un forum économique justement pour attirer les investisseurs nigérians. Et dans ces bagages, comme c'est le cas dans chaque... comme d'habitude. Non, pour chaque chef d'État français, dans ces bagages, il a les entreprises françaises et il a également, n'est-ce pas, la carte économique de l'Afrique au profit des entreprises françaises. Pas dans le cas des investissements, s'il vous plaît, mais dans le cas pour rechercher des alliances dans la perspective de la coopération économique. Il s'agit quand même des milliardaires de ce côté-là parce qu'ils ont un autre schéma chez les anglophones, les anglo-saxons si vous voulez. C'est-à-dire les entreprises ont développé, les hommes d'affaires ont développé un réseau, n'est-ce pas, personnel, qui n'a rien à voir avec des affinités étatiques, comme c'est le cas dans l'espace francophone, où très souvent les entreprises ont une surface financière relativement très réduite et dépendent pratiquement à 40-50%, n'est-ce pas, de l'apport de l'État.
Ainsi donc, dans le cadre de cet échange, M. Macron fait la cour justement à Thomas Elumelu, qui est justement le patron de United Bank of Africa. UBA. Voilà, UBA. Voilà. Donc c'est le patron. Et sur un parti de 2000 investisseurs, tenez-vous bien, M. Macron n'a pas réussi à gagner un seul. Pourquoi? Parce que c'est pas bon du tout. Le système, c'est-à-dire la diplomatie française en matière des business, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Parce que en plus, les entreprises françaises ne sont pas compétitives. Ils ne sont pas compétitifs, c'est faut le dire. Ce n'est qu'en Parce Afrique. que la seule enseigne française qui est présente au Niger, officiellement connue, c'est Total. On sait bien pourquoi. Maintenant, sur le continent africain d'une manière générale, vous avez tout au plus 6 enseignes connues. Et ça vous dit ce que ça veut dire. Vous avez Bolloré sur le continent africain, vous avez Buick sur le continent africain, vous avez Castel donc, sur le continent africain, vous avez Lagardère sur le continent africain. Vous constatez donc que les autres, ce sont les petits, les mini-frétins, c'est quelquefois les entreprises. La fâche. Merci. Vous avez, par exemple, donc vous avez dans des entreprises pratiquement familiales que l'État français soutient dans le cadre de sa diplomatie. Oui. Pour rechercher ces alliances-là que j'ai évoquées tantôt, ou alors pour chercher des financements de projets, parce que ces entreprises cherchent aussi des financements. Contrairement à ce qu'on pense, que lorsque une entreprise française arrive sur le continent africain, elle a une mallette. Je ne sais pas si, lorsque DIT est arrivé au Cameroun, elle a mis de l'argent dans son business au nombre de dollars. J'ai rien du tout. Ils n'ont même pas respecté le cahier des charges. Parce que d'abord, non seulement ils n'ont pas respecté le cahier des charges, ils étaient les derniers sur la liste. vous avez des Non, sérieux, ils étaient les derniers sur la liste. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise espagnole, je crois que c'était Progosa Dragados, qui était en pole position. On ne sait pas par quelle alchimie DIT est arrivé dans cette affaire pour rafler la mise. Sans rien mettre, n'est-ce pas, dans la cagnotte du Trésor public camerounais. C'est comme ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça au Gabon, ça fonctionne comme ça. Je crois, dans cette semaine, je vais vous parler du cas d'Ouverture Technologie du côté du Mali, qui a gagné le contrat de production des passeports biométriques sans avoir compétit. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, dans le Sénégal. Au Sénégal, vous avez un ministre de l'énergie a carrément démissionné parce qu'il ne comprenait pas que quelqu'un qui est le dernier de la classe se retrouve le premier, alors que, bon, voilà. Bon, alors ça pose donc un problème, c'est que la façon de faire le business des entreprises françaises, c'est pas la même chose que dans l'espace anglo-saxon. Deuxième chose, et je termine par là, qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que il est important de comprendre une chose, c'est qu'en réalité, lorsque le Macron se déploie dans l'espace anglophone, nous sommes dans le contexte où vous avez la poussée de la vague panafricaniste, hein, qui permet, qui a abouti, qui a eu pour conséquence, de faire perdre à la France un peu de terrain dans son précaré, entre guillemets. Et vous avez également le contexte de l'arrivée de la Chine, de la Turquie, par exemple, de l'Inde, parce que on ne veut pas trop, hein, sur le continent africain. Donc, finalement, ça a bougé dans les pas de marché, mais ce n'est pas la même chose dans l'espace francophone. Tout à l'heure, il y a bien expliqué. Dans l'espace francophone, c'était un acquis. La preuve, j'ai pris quelques exemples tout à l'heure. Si M. Macron a besoin d'un contrat minier du côté de la EDC, il prend un coup de fil. S'il a besoin d'un contrat minier du côté du Cameroun, c'était même pas un coup de fil. S'il a besoin d'un contrat dans le secteur de l'énergie au Sénégal, il passe un coup de fil. S'il a besoin d'un contrat dans l'agroalimentaire, il passe un coup de fil à M. Ouattara du côté de Côte d'Ivoire. C'est comment ça fonctionne. Malheureusement, c'est le cas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à travers ces conseillers du fameux Conseil financier pour l'Afrique, qui sont les Africains, ou bien au cerveau blanchi, disons-le. Les cerveaux blanchis actifs, il faut le préciser. Oui. Les cerveaux blanchis actifs. Oui, les cerveaux blanchis actifs. Eh bien, il faut donc trouver des alternatives pour permettre, parce qu'il faut quand même, c'est une parenthèse, il faut quand même préciser que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle en France.
Et vous savez que l'élection présidentielle en France se joue également sur le continent africain. Ça, c'est important. Il faut donc que M. Macron soit très actif sur le terrain de la diplomatie économique. Du moins, pour essayer de chercher d'autres territoires d'affaires. Et c'est un peu plus compliqué parce que, du moins, pour ce qui concerne l'espace anglophone, parce que la plupart de ces États se tournent plutôt, non pas vers la France, beaucoup plus vers la Grande-Bretagne, le Portugal, le Brésil et les États-Unis. C'est devenu donc très compliqué pour, n'est-ce pas, l'Élysée, mais qui continue quand même de faire des jeux doux à l'écho d'un côté, par exemple, à Tony Lumelu, entre autres, ou bien Patrice Mouchepe du côté du sud, de la République du Sud, entre autres. Mais c'est quand même très facile, puisque ces gens ils connaissent quand même le passé colonial de la France dans ces ex-colonies, quoi. Allez-y. En 30 secondes, je vais dire quelque chose de pertinent qui a été dit là par c'est que nous sommes en préparation à une période électorale en France. Et pour ceux qui ne savent pas, Emmanuel Macron, c'est le président de la classe capitaliste française. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi, quand vous voyez les gilets jaunes sur le terrain, essayez de regarder bien, vous verrez que c'est le président du CAC 40. Ce sont des prolétaires. C'est-à-dire que il est le président d'une certaine classe parce que déjà il a été fabriqué. La classe des capitalistes. On a vu monter. Donc, quand vous voyez cette opération en Afrique, dans les pays anglophones africains, c'est tout simplement pourquoi. C'est parce que il appartient à un ordre pour lequel, avec la campagne présidentielle qui arrive, où il sait ce qu'il attend, il a besoin d'énormément de fonds. Et les seules personnes qui peuvent l'apporter cet argent-là, ce sont ces grandes familles dont on venait de citer ici. Et justement, il doit les mettre en avant pour que, s'il puisse gagner, ne serait-ce qu'une petite part de marché à travers la force politique qui est la sienne, il est sûr qu'il pourra avoir des rétrocommissions. Ça a toujours été comme ça avec la France. C'est-à-dire qu'ils ont toujours à un certain moment puiser sur leurs hommes financiers pour pouvoir avoir un certain nombre de contreparties, pour pouvoir financer leur campagne présidentielle. Et je continuerai en disant que le choix des pays anglophones est très stratégique. Pour ceux qui ne savent pas, les pays d'expression anglophone sont beaucoup plus nationalistes et panafricanistes que nous, les pays francophones. Ça, il faut le savoir. Quand vous allez dans un pays comme le Ghana, vous avez pratiquement toutes les rues qui portent le nom des anciens présidents, jusqu'au président Amadou Ahidjo. Vous avez la rue Olusegun Obasanjo, la rue Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité panafricaniste, nationaliste et héritée de Kwame Nkrumah. Ça veut dire qu'en cassant cette dynamique-là, vous pouvez être sûr que l'union panafricaine que nous voulons, qui voudrait aujourd'hui, alors qui veut se construire aujourd'hui sur une sphère économique, on risque d'en parler encore dans 2 siècles. Donc, il faut faire très attention sur ce qui est en train de se passer. Et il faut vraiment faire très attention pour ce qui est en train de se passer et ce que la France est en train de calculer au maire Sueda. On l'a tous dit. Apparemment, la France n'investit pas sur le continent africain. La seule chose qu'elle sait faire, c'est le chantage. Mais également, comme le déclarait le docteur Yambin Timba, elle veut casser la dynamique de la CEAC et surtout remettre en place, ou alors mettre en place cet écho que la Côte d'Ivoire a déjà, il faut le dire comme ça, ratifié. Monsieur Stingos, je suis un peu déçu et surpris que vous convoquiez le thème investissement en parlant de la diplomatie économique française. Faut-il le dire, en matière de prédation impérialiste, le mot investissement n'a pas sa place. Oui. Il faut le remplacer par le pillage, l'exploitation à outrance. Vous allez nous permettre de prendre une image symbolique. À une certaine époque... Vous allez nous parler également du coq ce matin? Non. À une certaine époque, il y avait une entreprise, une fameuse entreprise française, Mobilis. Pendant ce temps, je rappelle, avant de vous couper, restez sur votre cadre. Le son est coupé sur Facebook. Comme d'habitude, apparemment, vous parlez maintenant dans le vide, messieurs. Allons-y. Rien d'étonnant. Donc, cette entreprise, Mobilis, aujourd'hui Orange, au Cameroun particulièrement, nous vendait le vent. Ça veut dire que à une certaine époque, la minute de communication était estimée à un peu plus de 400 francs. Mais il a fallu l'arrivée de MTN pour que les choses changent. Sans publicité, hein? Sans publicité. Sinon, vous passerez justement à la caisse. Voilà. Bon, cette image me permet d'essayer de répondre à votre question, mais tout en convoquant l'histoire, la conférence de Berlin. Et cette fameuse conférence de Berlin a permis de comprendre que l'Afrique est un gâteau. Oui. Et là, il faut se le partager. La France en est tirée avec 15 pays précarés. Et le système France-Afrique qui a été mis sur place a permis à Paris de bien manger, a permis à Marseille d'avoir à profusion de l'électricité. Un très bon port. Tout à fait. Donc, c'était fait sans compter avec l'éveil des consciences en Afrique.
toi l'a si bien dit. La montée panafricaniste a remis en cause cette exploitation à outrance. La France était installée dans son sommeil profond, sachant que, docteur Yam l'a si bien dit, sachant qu'elle n'a aucun effort à fournir, elle aura tout servi dans son plan non. Mais avec cette montée panafricaniste, les choses commençaient à changer. Et progressivement, les Français, dans leur dynamique de prédation, ont compris que si ils restent là, à attendre tout de leur précaré, il y a de fortes chances que Paris se retrouve du jour au lendemain dans le noir, parce que l'énergie, ou du moins la capacité énergétique de la France ne peut pas permettre un tel luxe, le luxe dans lequel ils vivent. Vive de l'uranium du Niger. Exactement. Cela étant dit, il est extrêmement important de souligner un autre aspect, qui est celui de la montée vertigineuse des pays comme la Turquie, la Chine et la Russie. Et dans cette dynamique, le monde s'est trouvé obligatoirement dans une mutation géopolitique. Comme pour dire, ne survivra que celui qui se battra. Et quand je parle de suivi ici, il ne s'agit pas de suivi dans le sens de l'investissement. Mais je l'ai dit dans mes propos d'entrée, l'Afrique est un gâteau. Et il faut se battre, comme dans cette jungle, pour exploiter l'Afrique en sortant de sa zone première d'influence. Oui. Sachant que les pays comme le Nigeria, le Ghana, dans une certaine mesure l'Afrique du Sud, sont des pays directeurs du nationalisme en Afrique. Sur le plan économique, les Français, dans leur hypocrisie fondamentale sur le plan de l'investissement économique, je prends le risque de parler d'investissement, même si ce n'est pas le cas, c'est tout sauf l'investissement, mais l'exploitation, ils ont compris que si ils arrivaient à infiltrer l'économie des pays comme le Ghana, le Nigeria, il y a de fortes chances de faire revenir le système France-Afrique sous une forme plus moderne. C'est justement pour cette raison qu'il y a toute une campagne de charme. Emmanuel Macron, la France tout entière, se battra pour essayer de soigner son image au Ghana, pour essayer de soigner son image au Nigeria, mais simplement et purement dans l'optique de, naturellement, les yeux doux quand on parle de charme. Le charme, c'est une illusion d'amour. C'est tout sauf l'amour, c'est tout sauf la vérité. Dans cette opération de charme, lorsqu'ils réussiront, déjà, progressivement... Réussiront-ils d'ailleurs? Parce que pour les uns et les autres, ils ne vont pas réussir. C'est évident. Ils ne vont pas réussir justement parce que le travail que vous êtes en train d'abattre ne passe pas inaperçu. La preuve, vous imaginez ce qui se passe à Facebook? Oui, dès que l'un d'entre vous parle et que c'est pertinent, on vous coupe le son. J'ai toujours eu à dire que vous dérangez, nous dérangeons. On va continuer à déranger si vous voulez. C'est notre devoir. Continuons. C'est un devoir patriotique. Alors, cela étant dit, la France, consciente du fait que, en fragilisant les pays comme le Ghana, en fragilisant les pays comme le Nigeria, elle aura la possibilité d'un France-Afrique bis. Alors, ils organisent une opération de charme tout en ayant à l'esprit que plus ils auront la possibilité d'avoir la main mise sur les pays africains, plus ils auront la possibilité de perpétuer leur système d'exploitation. Mais la question de savoir si c'est un autre fonds impérialiste, M. Singos, ça a été toujours un fonds impérialiste. La France a toujours considéré pratiquement tous ces secteurs d'investissement comme des secteurs où il faudrait passer par l'économie pour avoir la main mise sur le plan politique. M. Charlie Kenya a parlé tantôt des mouvements peut-être sécessionnistes, des rebelles au Ghana, peut-être dans une certaine mesure au Nigeria, en Éthiopie. Mais en Éthiopie, c'est pour dire simplement que derrière ce qu'ils appelleraient opération de charme, forum économique, c'est toute une campagne géopolitique de domination de ces pays. Et lorsqu'ils se rendent compte que l'écho qu'ils préparent, c'est la continuité du franc CFA d'une manière ou d'une autre, si les pays comme le Ghana, si les pays comme le Nigeria ne sont pas aussi charmés par ce bonheur économique illusoire, il va falloir leur servir quelques mouvements rebelles là pour leur rappeler que avant et après tout, nous demeurons le corps de la merde.
nous ne sommes pas là pour vos beaux yeux, nous ne sommes pas là pour votre bonheur, nous sommes là pour nos intérêts, nous sommes là pour puiser, et pour puiser, nous passerons par tous les moyens. Pour sortir en un mot comme mille, je dirais simplement que la diplomatie française bat de l'aile, la diplomatie économique bien entendu. Et c'est un peu comme ce Corfou. Ce Corfou d'André Christophe. Ce Corfou, voyons déjà que au Cameroun, ben, Orange, ce n'est plus évident de parler d'Orange comme si ce n'est pas une contre-pression publicitaire. J'espère que vous parlez d'une orange, pas d'orange. Je parle bien de l'entreprise française. Je voudrais dire que avec l'arrivée de MTN, de Nestel, nous souhaitons autant, Camtel bien entendu, autant des Camtel entreprises. et Nextel, hein, c'est les deux que nous voulons sur le continent, bien en tout entendu. cas. Et lorsque ces entreprises sont en train de prendre de l'ampleur, cela voudrait simplement dire que l'économie française est en mal. Et quand cette économie est en mal, c'est ce Corfou qui bat de l'aile, qui va dans tous les sens. Et il faut donc traîner sa main partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur le continent africain, dans l'unique espoir de survivre. Parce que, disons-le, en termes clairs, le 21e siècle, c'est le siècle de la bataille de survie géopolitique. Et toute cette balade diplomatique, tout ce, je veux dire quoi, cette cacophonie, cet tapage entretenu par des ambassadeurs, ça montre à suffisance que le monde occidental est en mal. Et parce que l'Afrique est le continent de l'avenir, parce que l'Afrique est le continent de demain, il faut tout faire, même s'il faudrait embrasser le diable pour s'assurer. Rapidement, il y a Albert Anatola ici qui a besoin de réagir à vos propos. Oui. La première pour dire, pour vous rassurer que l'opération de charme de Macron s'arrête au portail, n'est-ce pas, du palais présidentiel du président du Nigeria, autant pour moi. Parce que nous connaissons la position de Mamadou Bouhari par rapport à l'écho, tant qu'il est parrainé par Paris. Donc, de ce point de vue, soyez rassurés. Deuxième chose, tout à l'heure, j'ai énoncé cette étude qui a été commandée en 2019, dont les résultats ont été catastrophiques. Les indicateurs sont... Les indicateurs ont été catastrophiques pour l'Élysée. Oui. Celle de 2020 n'a pas été rendue publique. Celle de 2021 Non, celle de 2021, peut-être qu'elle est en cours. Mais, nous sommes en août, Albert Anatola ici. Bon, on verra bien peut-être l'année prochaine en 2021. Allons-y. Maintenant, pour terminer, vous avez dit tout à l'heure que coché dans votre chapeau, c'est-à-dire que la part de marché des entreprises françaises du côté d'Afrique du Sud, c'est 3%. Non, c'était 3% en 2018. Mais en 2019, ça a chuté de 2,2%. En 2020, ça a encore chuté de moins de 2%. Donc, ça veut dire que, en fait, sur le continent africain, on est en train de fermer progressivement la porte à la France. Parce que c'est quand même contradictoire, parce que vous avez 400 groupes français qui sont pratiquement présents, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, et vous n'avez que 1,7 actuellement. 1,9 qui ont les parts. 1,7. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème, il y a un recul. Ce qui suppose donc que pour la France, sortir de France, c'est pas nous libérer. Enfin, il ne peut pas sortir, c'est nous qui devons sortir. Vraiment, sa franchise du franc CFA, ce sera la catastrophe, la chute vertigineuse de le fond. On peut également bien Albert Anatola ici, avant de repasser la parole à Omer, que l'ambassadeur français est sorti quand même la dernière fois pour dire que les investissements sur le terrain, enfin, dans le terrain national camerounais ont réellement baissé. Il est en train de se plaindre. Mais il n'a qu'à se plaindre. La preuve, c'est que ils ne sont pas là pour investir. Prenons le cas des brasseries, du groupe Castel, si vous voulez. Ils ont investi. Prenons le cas d'Orange Cameroun, ils ont investi. Prenons le cas de Camra, ils ont investi. Ballouri a investi là-bas. Payent-ils les impôts d'ailleurs? Et ils bénéficient. Ils bénéficient d'exonérations fiscales et douanières. C'est important de le dire. Et avec les APE, c'est beaucoup plus grave. C'est important. Donc, ça a un impact sur notre balance commerciale, ça a un impact sur notre économie. Voilà, sur notre économie. Donc, il faut pas accélérer. Il faut, de mon point de vue, changer d'espace de partenaires économiques, comme c'est le cas. Je sais que vous tous voulez parler, messieurs. On va aller calmement, parce que c'est quand même le docteur Yamtima qui doit parler. Allez-y, terminez rapidement. En 2009, j'ai lu un rapport, j'espère que je vais le retrouver à la maison, en 2009 de l'AFD, de l'Agence française de développement, qui disait avoir investi un peu plus de 5 millions d'euros au Cameroun, précisément. 5 milliards ou 5 millions? 5 millions d'euros dans divers projets de développement et qui
expliquait avoir récupéré jusqu'à 2009 en pratiquement 2016 un peu plus de 33 millions d'euros. Donc voilà un peu les investissements dont il est question. C'est de ça. Oh, merci dans votre réaction rapidement aussi. Je vais apporter un élément pour renforcer l'idée de monsieur 3A, triple E. Mais en disant simplement que plus la France perd des parts de marché, plus des mouvements rebelles naissent. C'est ça, c'est cet aspect qu'il faudrait comprendre. Ça veut simplement dire que la France a l'armada. Quand nous parlons d'investissement, en quelque sorte, c'est une machine à écraser, c'est une machine à tuer, c'est une machine à exploiter. Et quand les entreprises françaises perdent des contrats juteux, qu'est-ce qui vous sert? Un mouvement rebelle. Une insurrection. Une insurrection. Et pendant ce temps, lorsqu'une image se fige, pendant ce temps, messieurs, on réduit les vues sur Facebook. Et là maintenant, c'est Charlie Kenyé qui est bien figé. Pour une fois d'ailleurs. Revenons avec vous, Dr Yamoutimba. On parle d'une opération de charme sur le continent africain. Pour bon nombre d'Africains, et sans oublier bien sûr ceux qui nous écrivent, on ne veut plus de la France sur le continent africain. Moi, je vous poserai la question. La France peut-elle encore charmer? Alors, je vais vous répondre par le premier problème par lequel on a commencé. La France peut-elle encore charmer? Elle le fait de manière très vicieuse. Vous voyez la sortie de l'ambassadeur français sur Mme Enanchon? Oui. L'une des choses que les Camerounais d'expression anglaise, enfin, qui sont dans les deux régions... L'expression anglaise, disons-le comme ça. Oui. Alors, disent, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on exporte la colonisation française. Ils supportent mal le fait qu'on exporte la colonisation française dans leur zone. Donc, ils ne veulent pas parler français, ils n'aiment pas la francophonie, des choses comme ça. L'ambassadeur français, de manière vicieuse, profite du fait que la compatriote Enanchon est anglophone, se positionne, demande sa libération, se met à se battre. Enfin, il donne l'impression de se battre pour elle, il s'en fout royalement. Non, c'est une occasion de positionner son pays. C'est un repositionnement. Oui. En fait, il en profite pour justement essayer de charmer nos compatriotes de nord-ouest. D'expression anglaise, oui. Voilà le genre d'attitude vicieuse que la France a sur le continent. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont été incapables, qui d'ailleurs, parce que ça allait dans le sens de leurs intérêts, ont refusé l'unification du Cameroun avant l'indépendance. Et puis, 60 ans après, leur ambassadeur fait du charme à nos compatriotes d'expression anglaise après avoir été là à donner l'impression qu'eux, ils ne sont pas à l'origine de ce problème. Et il met donc en mal le président de la République, oui, et tous les Camerounais. Comme quoi, ces Camerounais ne savent pas gérer leurs problèmes. L'une des raisons, on le sait, c'est qu'ils ont raté le marché sur les passeports au Cameroun. Ouais. C'est l'une des raisons. C'est les Suisses qui l'ont gagné. Avec leur partenaire, je crois, il doit être portugais ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit, suivez l'argent, vous comprendrez tout. Donc voilà comment on manipule l'opinion. Et si vous ne faites pas attention, ou si vous ne prenez pas la peine d'expliquer à vos compatriotes, attention, quelqu'un vous manipule. Ils vont manipuler l'opinion et ils vont s'asseoir. Mais fondamentalement, est-ce que la France peut encore charmer? Quand elle cherche à charmer, elle passe par les intellectuels, elle passe par les hommes politiques. Mais au fond, par le CPA? Pardon? Par le CPA, le Conseil présidentiel africain, pour oui, bien sûr, c'est l'un de ces bras séculiers sur le continent africain. Dont ils utilisent cela. Et il y a tous ces Africains qui pensent qu'il y a un certain bien fondé à contribuer à donner à la France les idées qu'elle doit venir présenter à l'Afrique. Je trouve ça quand même assez curieux. C'est-à-dire, venez contribuer à nous donner, nous, les idées. Donnez les idées à vos pays. Pour lutter contre un pays qui exploite votre peuple, vous donnez des idées aux pays qui exploitent votre peuple pour qu'ils viennent discuter avec... Enfin, je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi qui... Plus que 21 minutes, messieurs, pour sortir cette édition. Allons-y. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas la logique d'un certain nombre de choses, mais je suis quand même assez curieux. Je suis quand même étonné parce que ces gens-là devraient mettre toute leur intelligence, toute leur capacité physique, toutes leurs ressources physiques, intellectuelles, financières, de tous ordres dont ils disposent, au service de leur pays. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Maintenant, s'ils ont déjà le passeport français, je peux aussi le comprendre. Et à ce moment-là, je les respecte d'être dans ce conseil. Albert Dantola ici parle justement des cerveaux blanchis actifs.
S'ils ont le passeport français... Tidiane Tchamilana, puisqu'il a été... Tidiane Tchamilana. S'il a le passeport français, alors je sais que j'ai en face de moi un Français. Tidiane Tchamilana. Et donc, je le respecte pour le fait qu'il mette toutes ses ressources à la disposition de son pays. Mais s'ils ont un passeport camerounais, sénégalais, béninois, ivoirien, tchadien, centrafricain, gabonais, congolais de Brazzaville, et puis togolais ou malien ou burkinabé, à ce moment-là, ou de guinéen, à ce moment-là, je me pose des questions sur leur santé mentale. Parce que nous sommes quand même dans une situation où il s'agit de faire très très attention. Il s'agit de faire très attention parce que lorsque vous voyez le vice avec lequel un ambassadeur peut essayer de manipuler l'opinion publique d'un pays, vous devez faire très attention et vous dire 1884, c'est pas terminé. Vous devez faire très attention et vous dire le mandat de la SDN, le mandat de l'ONU, c'est pas fini. Vous devez faire attention et vous dire, ces gars-là, quand Miobel leur rappelle en 48 et 52 que le mandat de tutelle c'est 10 ans, ils le refusent et vous sortez quelque chose, une sorte de loi Defferre, Gaston Defferre, qui propose plutôt l'union. C'est-à-dire qu'ils vous proposent plutôt l'éternité comme français, alors qu'ils avaient 10 ans. Ils disent, non, mais pourquoi 10 ans? C'est l'éternité. Donc vous devez être éternellement sous la coupe des Français. Voilà ce que, en gros, c'est ça que la loi propose, que cette loi proposait. Donc, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'il faut moins penser qu'ils peuvent charmer, mais plus craindre qu'ils ne charment? Vous avez beaucoup de nos compatriotes, moi je vais vous dire, si vous voulez qu'ils ne charment plus, n'envoyez plus vos enfants à l'école chez eux. Mettez fin à cela, parce que c'est quand ils vont là-bas qu'ils peuvent le faire. Lorsque vous avez quelqu'un comme, vous avez nos généraux qui peuvent dire à la télévision, on balayait, on rasait, on versait le napalm sur les populations du Cameroun, c'est parce qu'ils ont été formés là-bas. Quelqu'un qui a été formé ici au Cameroun ou qui aurait été formé à l'époque dans un autre contexte ne l'aurait pas fait, mais il a été formé dans le bloc atlantiste. Donc aujourd'hui, en réalité, il faut qu'on arrête ça, mais qu'on arrête 2 ou 3 autres choses extrêmement importantes. L'impérialisme linguistique. Qu'est-ce que nous faisons à parler français sur ce plateau de télévision? Lorsque les pays d'Asie du Sud-Est sont devenus indépendants, la première chose que ces pays-là ont fait, c'était de retourner à leur langue. Parce que l'impérialisme linguistique crée une sympathie pour le colonisateur. L'impérialisme linguistique crée une sympathie pour celui qui vous domine. Il consiste en quoi l'impérialisme linguistique? Il consiste dans le fait que les pays impérialistes, ceux qui vont dominer les autres pays à travers le monde, vont financer à grands frais l'apprentissage de leur langue par ces peuples-là. Et dans le cas des pays, quand on est en contexte de colonisation, on finance pas, on impose. Et il y a... Robert Philipson a écrit un bon livre sur ce truc, sur cette affaire qu'on appelle l'impérialisme linguistique. Il en 92. Il dit qu'entre les années 50 et 70, les États-Unis ont dépensé, les États-Unis, la Grande-Bretagne, dont les cousins, les cousins, les cousins, comme on les appelle, dont les cousins anglo-américains ont dépensé beaucoup plus d'argent que dans tout autre programme en dehors des programmes militaires pour imposer l'anglais comme langue internationale. C'est ce que fait la France. Francophonie, Sommet France-Afrique, oui, c'est l'organisation internationale de la francophonie, Sommet France-Afrique, etc. Les gens ont l'impression que c'est simple. Ce n'est pas des choses simples. Et il y a l'impérialisme. Cet impérialisme linguistique passe par l'impérialisme médiatique. Parce que c'est à travers les médias qu'on va utiliser tout ça, à travers l'école. C'est pour ça que je vous ai dit, arrêtez d'envoyer vos enfants étudier en France pendant simplement une quinzaine d'années et vous allez voir comment les choses vont changer. C'est vous qui êtes maintenant figé. Mettez fin. Ils peuvent le dire, j'achève. Terminons rapidement. Ils nous entendent. Et il y a qu'on le fasse, qu'on arrête de parler français. Ça prend 7 ans pour qu'on passe à une autre langue et qu'on valorise n'importe quelle langue africaine, quelle qu'elle soit. Nous avons la même métalangue. Et en dernier lieu, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut faire. Il faut que très rapidement, le Nigeria prenne ses responsabilités. Le Nigeria, c'est le premier partenaire économique, de tous les pays de la CEDEAO. Le Nigeria doit prendre ses responsabilités et faire avancer l'agenda de la CEDEAO. Et enfin, à la CEAC, je pense que si
que nous devions tout faire pour que la CEA soit constituée d'ici 2025 au plus tard, parce que c'est la seule façon que nous avons de nous sortir de ces gens-là et de pouvoir continuer à vivre normalement comme il le faut. Juste en passant, petite parenthèse, les Indiens ont tendance à l'oublier et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Africains les oublient très souvent dans la géopolitique. Ils ont tendance, mais en fait c'est une façon de leur dire nous ne sommes pas contents de vous. L'Inde est réellement le plus grand pays noir dans le monde actuellement. C'est-à-dire que c'est le pays où on rencontre le plus de noirs par rapport à n'importe quel autre. Sur le milliard 300 millions d'Indiens, vous avez plus de 500, plus de 600 millions qui sont noirs. Le problème, c'est que ces mêmes Indiens-là, avec le lavage de cerveau, n'aiment pas leurs frères africains. N'aiment pas leurs frères noirs. D'ailleurs, parfois, ils les esclavagisent d'ailleurs. Rapidement, Charlie Kenyé. Je voulais dire que, vous savez, dans cette culture que l'Occident a construit, précisément la France, à pouvoir nous laver, à pouvoir nous détacher de nos racines. Il a dit quelque chose d'important, c'est-à-dire ces personnes, vous allez voir par exemple, prenez monsieur, je m'excuse de citer son nom ici à Salfo, ambassadeur de la culture africaine. Vous comprenez un peu, on va vous dire comment il fait beaucoup de choses, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce monsieur est assis à la table de l'Élysée avec Macron, quand il vient faire ce soi-disant concert. Non, on dirait des concerts, c'est-à-dire qu'il a il a une fondation en Côte d'Ivoire par laquelle, vous allez voir, il recrute un certain nombre d'Ivoiriens, de penseurs qui vont faire des rapports, des magnifiques rapports, qui vont porter à sa table, c'est bien le pays et tout ça. Et ce sont ces mêmes rapports quand ça va à l'Élysée pour rencontrer. Il dit non, l'Afrique se porte très bien. Les investissements que vous m'avez donnés, d'ailleurs, on a fait ça, on a découvert tel problème. Mais indirectement, il ne sait pas qui donne des informations capitales sur son pays de l'autre côté là. Et ça pose une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser le développement sans intégrer la culture. Et quand je parle de la culture, je parle de la langue. Rappelez-vous de l'Assemblée l'Assemblée de l'Union africaine de 1975, où justement ils avaient voté une langue commune pour toute l'Afrique qui était le Swahili, avec justement le projet Kuzaliwa Upia, c'est-à-dire la Renaissance. Upia, la Renaissance africaine, où je dis on n'en parle pas. Voilà aussi des incongruités comme ça. Parfois vous demandez, mais ceux qui ont la charge de penser pour nous, parce que je pense qu'il y a une maison en Afrique où nos pères s'asseyent là-bas pour penser l'avenir de l'Afrique. Bon, quand ils s'asseyent là-bas, eux-mêmes en âme et conscience, qu'est-ce qu'ils pensent? Il y a un projet, par exemple, en Afrique qui s'appelle le projet APSA, Architecture, Paix et Sécurité en Afrique, qui définit avec pour programme les solutions africaines aux problèmes africains. Et comme bras armé, une FAA, une force africaine en attente. C'est un projet qui pouvait réguler tout ce que nous avons comme problème de terrorisme en Afrique. Mais curieusement, ils n'en parlent pas. Non, mais je ne comprends pas. Vous savez ce qui s'est passé au Mozambique? Quand des Africains se mettent ensemble. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Parce que là, sinon, je n'aurais plus rien à dire. Parce que vous avez pris la parole tout à l'heure, Albert. Il ne faut pas l'oublier. Bonjour la Cour des Grands, vraiment je salue votre sagacité. Willy de Pungodi, surtout bon retour à vous et que le Tout-Puissant continue de vous éveiller, de veiller sur vous. C'est Willy de Pungodi qui nous a écrit ce matin, c'est une fidèle téléspectatrice. Bonjour à tout le panel de... Le problème de la France commence à fatiguer, c'est un problème de tous les Africains de la base au sommet dont les gouvernements doivent faire les référendums, ou alors les référendats, sur ce problème, chasser la France ou garder la France, et comme ça les chefs d'État ne seront pas accusés par eux. Et après, s'ils ne veulent pas partir, on passe aux choses sérieuses. La guerre, qu'est-ce qu'on fait avec le coq le 25 décembre? Vous avez la réponse. Bonjour Steve, c'est pitoyable de voir que nous les Africains ne tirons pas les leçons du passé. Merci au passage du directeur pour un coup de cœur sur les actes mystiques qu'on remarque actuellement dans nos villes. Force, courage et santé. C'est Yerima Adnané depuis Lomé au Togo qui nous a écrit ce matin. Je salue toujours le plateau, monsieur Steven. Le grand problème de l'Afrique, c'est le Togo. Maintenant, les Blancs français sont basés totalement au Togo. On ne sait pas. On ne peut faire vers directement au Ghana à cause de la compagnie fruitière financée par leurs propres soins appelés Société Générale financièrement le gouvernement ghanéen. Pourquoi la France? Je ne vous comprends pas, hein, monsieur Steven. François Félix depuis Accra au Ghana. Ah, d'accord, je comprends, c'est quelqu'un de langue anglaise. Sans oublier que le président ghanéen parle le français. Voilà le problème de l'Afrique de l'Ouest. François Félix depuis le Ghana.
depuis Accra au Ghana ce matin. Il nous fait savoir d'ailleurs que le gros problème aujourd'hui passe par le Ghana. On sait pertinemment aujourd'hui que là-bas c'est l'aéroport où passent les matières premières. C'est là-bas qu'on les discute d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on nous fait savoir depuis un bon bout de temps. Nous reviendrons, nous sommes en train de faire des recherches pour en parler. Bonjour Steve, bonjour à vos honorables panélistes, que ce soit la francophonie ou le Commonwealth. Qu'apporte-t-il aux pays africains au XXIe siècle? L'Afrique n'a nul besoin de tous ces cadres vestiges du colonialisme, qu'ils se nomment Commonwealth, francophonie ou lusophonie, etc. Il faut d'ailleurs rappeler que la France, par conséquent, craint de perdre des grands pays francophones si ceux-ci devaient s'orienter vers le camp du Commonwealth. L'arrivée de la Chine en Afrique donne des sueurs froides aux Occidentaux. L'importance de certains pays en Afrique découle aussi de leur position géopolitique et stratégique au cœur du continent, de leurs terres fertiles, du climat, de leurs attractions touristiques naturelles et particulièrement de leurs ressources minérales. Le prédécesseur de Macron, François Mitterrand, avait déjà prédit en 1957 que sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Mitterrand, 1957, 237. Steve, quand Jacques Attali déclare le XXIe siècle sera celui de l'Afrique, n'est-ce pas un mirage? C'est sa grande interrogation. Merci à vous également de nous avoir écrit. Steve Solengos, je suis très content du coup de gueule de tes panélistes ce matin à la France, qui est un pays de merde dérange. Très très belle émission ce matin. C'est l'EMSA depuis l'Ourbessou qui a créé d'ailleurs là-bas un fan club avec Actor. Il a 70 ans. Mais si vous le voyez, vous aurez l'impression qu'il a 40 ans. Un mec de 70 ans, il est debout, il est tellement jeune, et vous ne pouvez pas imaginer. Bon, la seule chose qu'il prend pour être encore plus jeune, c'est la prise. Et il me l'a dit, il suffit de taper un peu et d'en prendre. Bon, je ne sais pas si je pourrais. Il faut essayer. Allez savoir. Bonjour le plateau, bonjour Steve, bonjour Yam Timba. La France est en train de réussir à diviser le Nigeria en 3 États. Elle est déjà moins dans le projet et la population nigériane en grande partie n'a rien compris. Que Dieu nous sauve. L'écho Wakron est en téléchargement. C'est Lokonon Raouf depuis le Bénin qui nous a également écrit ce matin. Allons-y rapidement, messieurs. Bonjour à tous. Mais Jedi, juste pour vous faire un coucou et vous dire, cher frère Steve Ngos, que votre image de constipation mentale n'est pas une simple vue de l'esprit. Heureusement que notre DG est un bon. Sinon, excellente semaine en termes de contenu concernant votre problématique. Je dirais simplement que les leaders de demain sont ceux qui se démarquent en défendant ce que l'humanité a de plus cher, sa dignité, dont laissons-les fondre comme neige au soleil, car l'avenir, c'est nous. Big up à tous, vive, force, santé. Romano qui nous écrit depuis Paris en France, big up à tous mes Jedi. C'est vous les Jedi, les gars. Même si je n'aime pas la guerre des étoiles. Bonjour Steve, s'il te plaît, j'aimerais que l'on m'explique comment le partage du gâteau a créé le port de Marseille. Oui, un jour on viendra là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour Monsieur Gauss, c'est les panélistes au sommet de Kilimandjaro. C'est vrai, le Ghana est le pays le plus panafricaniste dans tous les domaines en Afrique. Merci, bon débat. C'est Bouakarl qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et à tous les panélistes, je rejoins bien l'analyse de Monsieur Kenyé, car pour créer des tensions entre les peuples, il faut connaître leurs divergences. La question à se poser est de savoir si les reporters de National Geographic, Planète, l'UNESCO et Tessera ne fournissent pas des informations sensibles aux services secrets externes. Ces derniers vont donc les utiliser pour créer des tensions. Je pense qu'il faudrait limiter ou voire interdire l'accès de ces reporters espions ou sinon les faire signer des droits de réserve qui pourraient être attaquable en justice. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Au TEP, à tout le panel, un grand salut à Monsieur Ngos. L'éveil de la conscience africaine fait peur à l'Occident, d'où tous ces balbutiements. Le chemin de la souveraineté sera certes long, mais la chaîne de l'avilissement sera brisée à jamais. Les codeurs viendront chercher du travail en Afrique. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne ce matin. Je vous rappelle, il commence déjà à venir chercher le travail en Afrique. Soyez pas surpris, c'est déjà depuis belle lurette déjà. Je suis en Allemagne, le son n'a pas de problème sur Facebook. Faites attention à certaines informations venant de personnes qui ne vous connaissent pas grand-chose, car leur but serait probablement de faire de la zizanie. Donc attention, ne vous inquiétez pas, nous le savons, vous n'avez pas besoin de nous crier dessus.
Qui d'autre? Bonjour le panel, bonjour Monsieur Ngos. Votre absence pendant un temps m'a fait de la peine. Je suis ravi de vous revoir. Mais Monsieur Ngos, où est passé le président Banakani? Il me manque énormément. Revenons sur la France. Tous les Français sont très mauvais puisque c'est dans ce peuple qu'on prend les dirigeants français. Nous devons les considérer, les Français, comme nos ennemis. Pourquoi ne pouvons nous pas imaginer des méthodes pour les empoisonner tous? C'est une joke qui nous écrit depuis Yassa ce matin. Le président Banakani est là. Hein. Il faudrait d'ailleurs rappeler à nos téléspectateurs qui m'ont écrit ces derniers temps pour me demander où est passé le président Banakani. Le président Banakani se repose parce qu'il a quand même eu 3 jours et plus, ça il faut le dire également, pour organiser, d'ailleurs il a eu pas mal de semaines pour organiser le congrès, le 2e congrès du NMP, et ça lui a pris pas mal de temps et surtout de l'énergie, mais après dimanche d'ailleurs, parce que c'était la fin, c'était aux alentours très tard même d'ailleurs dans la nuit, qu'il a terminé, et au cours de cette semaine, il fallait justement prendre également à tâche avec tous les invités qui étaient là, donc ça l'a pris encore pas mal de jours, mais nous serons ensemble tout à l'heure aux alentours de 10h, c'est ça monsieur? Je crois que pour un déjeuner intellectuel? C'est ça? Et le déjeuner intellectuel. Un autre déjeuner intellectuel à 10h du côté d'Aqua. Charlie Kenny est bien invité. Sauf s'il veut prendre le bus. Non, je suis encore dans la ville. Je suis à votre service. Donc, le président Banakani sera là. Bon, il y aura beaucoup d'intérêt là-dedans. Le président Banakani reviendra la semaine prochaine. Bonjour Steve, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre retour triomphal. Unissons nos forces pour chasser la France sur le continent africain. Elle a fini tous ses mandats. Benjamin qui nous écrit depuis le Mali ce matin. Là, c'est Tribune Info. Nous passons rapidement pour un dernier message parce qu'il y en a encore. Bonjour, chers panélistes panafricanistes. La fameuse France, elle use de tout pour arriver à ses fins africaines. Nous devons changer le paradigme et le principe de base, c'est de réinventer l'Afrique. Patrick Domingo, depuis le Bénin, qui lui également nous a écrit ce matin. Good morning DBS matin, good morning Mr. Steve and his entire guest. It's always a pleasure to follow your program every Monday to Friday. Mr. Ngoats, whatever difficulties we'll face during our fighting, we will keep moving toward our final destination. Therefore, our dear Mr. Steve, do not worry about any obstacles. Dress it on your way. Will always backs you up and be always blessed forever. Do have a lovely day. Eric Martial from Yaoundé. Eric Martial, merci à vous également de nous avoir écrit. Thank you very much and have a good day and have a good weekend. Steve Ngos et son panel, bonjour. Dr Yam, tu as donc mis le doigt dans la plaie en parlant de la langue française que nous parlons. C'est ce qui nous vaut toutes les brimades dont nous sommes victimes de la part de la France. C'est monsieur Foulane, monsieur Otou, Foulane, à Yaoundé ce matin. Messieurs, plus que 3 minutes pour en sortir. Albert Anatoula, ici votre mot de fin. En une minute. Mamour Faché failli commettre un crime de lèse-majesté. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Thompson Ehan. Thompson Ehan, qui souffle. Il s'appelle Bibou Honoré. Hein. Voilà, qui souffle sur une bougie. Voilà, qui souffle sur une bougie de plus. Oui, son père s'appelait Ehan. Voilà pourquoi je crois qu'au sortir de ce plateau, il va nous convier là où se trouve, là où il a organisé, n'est-ce pas, le festin. Il faut qu'il nous dise qu'il arrive. Maintenant, pour sortir de la thématique, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la France n'a rien à donner. Est-ce que la France peut encore séduire? La France cherche encore à séduire en utilisant les nôtres comme d'habitude, comme, j'allais dire, rempart. Mais nous connaissons qui sont les cerveaux blanchis passifs et qui sont les cerveaux blanchis actifs. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, Albert Anatola ici. Charlie Kenny, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes là dans le week-end? Je suis là, je suis encore. Tout au long du week-end? Je suis à votre disposition. C'est pour le retour de Feu Vert dimanche. Hein. Faut bien le dire déjà à nos téléspectateurs. Retour de Feu Vert ce dimanche. On sera ensemble forcément. Dimanche 15 août de l'an de grâce 2021. C'est le jour de l'Assomption pour les catholiques. Voilà, donc forcément nous serons de retour dans le cadre de Feu Vert. Docteur Amtima, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie de nous donner la chance de revisiter un peu notre situation et d'interpeller nos concitoyens. L'heure est grave et il est temps de vous réveiller. Merci beaucoup d'avoir été là. Mes hommages à madame. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Omer Suda, merci d'avoir été là ce matin. Je voudrais sortir cette émission simplement en rentrant à la question que vous avez posée à Dr Yam. La France peut-elle encore charmer? Non, mais la bonne question aurait été, la France peut-elle encore piller? La France peut-elle encore violer? Oui. Elle viole. Et puis, la preuve, les prises de position de l'ambassade sont un témoignage parce que c'est une violation de l'intégrité ou la souveraineté juridique du Cameroun. La France viole encore, exploite encore, Camra est là.
le groupe Kasser est là, mais simplement nous disons ce que nous faisons chaque matin, c'est de dire nous en avons marre. Il faudrait, à défaut d'un partenariat gagnant-gagnant, que la France plie ses bagages et rentre à Paris. Et c'est à nous de travailler, c'est-à-dire que la France restera dans sa posture, c'est à nous les Africains de développer les stratégies à sortir de ça. Exactement. Il y a un téléspectateur qui écrivait pour savoir, un pays qui vit des 35 heures de travail par semaine, peut-il réellement se développer? En tout cas pour ce téléspectateur, ce sont des paresseux à outrance. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Le Nigeria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. C'est en même temps un marché à reconquérir pour les entreprises françaises, présentes en nombre dans ce pays depuis les années 70 et 80. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.